Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans Parlons CAN avec une production de Newscom. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans se poursuit avec la troisième journée des matchs de poule. Aujourd'hui, la Guinée va jouer contre le Maroc. La Guinée qui pourra chercher une place pour les demi-finales, synonyme de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Au même moment, le Sénégal sera opposé au Cameroun. Nous allons parler de ce groupe B dans un instant avec les dernières infos à noter au compte de cette poule qui regroupe donc le Cameroun, le Maroc, le Sénégal, mais aussi la Guinée qui a fini sur le podium lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, également avec le meilleur buteur dans cette compétition. Je vais nommer Djibril Fandie Touré. Ali Adama Bangora est à la réalisation, Abdoulaye Kamara au montage. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Parlons CAN. Une nouvelle fois, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver et de vous donner l'essentiel de l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, 13e édition. Il nous a rejoint en Tanzanie, à Dar es Salaam pour être précis. Sega Diallo, bonsoir. Bonsoir Alassane. Merci de nous rejoindre. Vous êtes notre invité ce soir. Nous allons parler du groupe A. Le groupe A qui regroupe la Tanzanie, l'Angola, l'Ouganda, mais aussi le Nigeria. Trois équipes anglophones avec cette équipe de l'Angola. La troisième journée s'est jouée avec les résultats suivants. La Tanzanie opposée à l'Angola, le Nigeria face à l'Ouganda. Vous voyez là les résultats, mesdames, messieurs. Match nul entre le Nigeria et l'Ouganda, un but partout. Et de l'autre côté, il y a eu cette victoire, 4 buts à 2, de la formation angolaise face à cette équipe de la Tanzanie. Selou Tata Diallo a suivi cette rencontre. Voici le résumé qu'il vous propose. Ce sont les Angolais qui vont attaquer pied au plancher avec André Zito qui se signale dès la deuxième minute. Mais sa frappe heurte le montant d'abord, puis la transversale de Chebani. Le temps est donné. Mais contre quasiment le cours du jeu, Omari ouvre le score pour la Tanzanie à la 12e minute suite à un corner. Les Angolais vont vite réagir à la 18e minute après un excellent service de Zito encore. Telson place une tête imparable et remet les pendules à l'heure. Un but partout, puis 2 buts à 1 pour les Palancas Negras après un pénalty provoqué et transformé par Osvaldo à la 41e minute. Et cette première période de folie finit par un deuxième but tanzanien signé Aristide à la 44e. Après une grosse mésentente dans la défense angolaise, de partout, score à la pause. Behavior, emotion, factors. Today was a tremendous match. Nous sommes passés par beaucoup d'émotions. Par moments, on était éliminés, par moments qualifiés et à la fin, on est resté. C'est comme ça que nous avons fait. Je le dis souvent aux garçons, s'ils veulent être professionnels, ils doivent vivre ce genre de moments, d'aimer ces moments et de ne pas sentir la pression. Mais ils sont jeunes, ils font des erreurs. Mon rôle est de les aider à se concentrer sur la performance. En seconde période, les deux équipes vont faire preuve de beaucoup d'approximation. La fatigue et surtout la chaleur ambiante sont passées par là. Mais en 2 minutes, le pays hôte va complètement perdre le fil du match en encaissant 2 buts coup sur coup de Nzanza à la 69e et de Osvaldo à la 71e. Score final 4-2 pour les Palancas Negras qui se qualifient alors que la Tanzanie, pays hôte, reste sur le carreau. Avant tout, nous sommes désolés. Au nom du staff technique, nous présentons au peuple tanzanien nos excuses pour cette déception. Nous nous sommes préparés, mais ce n'était pas assez suffisant pour cette compétition. Comme sélectionneur, j'endosse l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Je suis fautif car je suis le capitaine du bateau et le bateau a coulé. Nous avons gagné, nous avions cet objectif depuis un an quand on a commencé ce programme. Et en ce moment, nous sommes vraiment ravis et c'est tellement important pour notre fédération et les clubs angolais. Il faut saluer le travail des grands clubs, des petits et des associations. C'est le travail de tous ceux qui s'occupent du football des jeunes en Angola. Sega, vous étiez avec Selou Tata Diallo au National Stadium où vous avez suivi cette rencontre. 4 buts à 2, score final dans cette rencontre. Victoire logique pour l'Angola face à la Tanzanie. Oui, sur cette rencontre, je pense que
cette formation de l'Angola a montré toute l'étendue de son talent. C'est une formation qui a bien joué et qui a eu énormément d'opportunités. Aussi, ils ont été plus efficaces que la formation tanzanienne. À chaque fois, depuis le début de la rencontre, ils ont attaqué, ils ont été percutants, ils n'ont jamais baissé les bras, même si la Tanzanie est revenue à chaque fois en première période, ils sont revenus dans la partie, mais après cette formation angolaise a cru en son étoile et a su tenir sur la durée pour s'imposer sur cette rencontre. En première mi-temps, déjà, ils avaient fait l'essentiel en ayant dominé cette formation tanzanienne qui déçoit par ses performances sur cette compétition, puisque depuis le début de la compétition, ils n'ont gagné aucun match et ils reçoivent cette compétition. C'est une grosse déception pour cette équipe de Tanzanie, mais l'Angola est une formation formidable qui, en demi-finale, sera une équipe très difficile à manœuvrer. Déjà, il faut le retenir, le Nigeria et la formation de l'Angola sont en Coupe du Monde. Se qualifier pour les demi-finales de la CAN U17 est synonyme de se qualifier pour la même catégorie en Coupe du Monde. Dans l'autre rencontre, c'est égal, le Nigeria opposé à l'Ouganda. Surprise dans cette rencontre parce que c'est l'Ouganda qui a ouvert le score à la 69e minute, comme vous le voyez, mesdames, messieurs, avec Kokas qui met la balle au fond des filets. Quelques minutes après, 74e égalisation de cette formation du Nigeria. Un but partout, score final, une équipe du Nigeria qui a une force en attaque. Oui, une très belle formation qui, sur cette rencontre, n'avait pas de pression particulière. Voilà, maintenant, ils étaient un peu obligés d'aller chercher cette égalisation. Donc, ils ont joué en réaction, en essayant de contrôler une rencontre où il n'y avait pas d'enjeu. Et certainement, avec le turnover mis en place par l'entraîneur, ils ont dû laisser un peu de temps de jeu à d'autres joueurs. Donc, je pense que c'est tout à fait naturel que le Nigeria ne mette pas toute sa force dans la bataille en sachant qu'il était déjà qualifié pour ces demi-finales et cette Coupe du Monde. Place à présent au classement dans ce groupe, mesdames, messieurs, avec le Nigeria qui est en tête avec 7 points. L'Angola suit de près. Et voilà, les deux dernières formations dans ce groupe, c'est la Tanzanie, mais aussi l'Ouganda, donc qui plie bagage et l'Ouganda qui quitte. La Tanzanie, c'est la Tanzanie qui accueille cette compétition. Triste pour cette... Oui, grosse déception. On sait que le public tanzanien est très amoureux de football et que sur cette CAN U17, on espérait avoir une ambiance formidable dans les stades avec cette équipe. Malheureusement, contrairement à l'équipe nationale qui se qualifie à la CAN, cette équipe déçoit sur cette compétition. Ils n'ont jamais su prendre la mesure des formations adverses dans la compétition. Je pense que ce n'est que partie remise. Cette formation doit continuer à se préparer, à aller chercher d'autres opportunités dans d'autres catégories de jeunes. Après le groupe A, place au groupe B dans cette émission Parlons CAN, essentiellement consacrée à l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Parlons CAN au compte du groupe B. Je vais vous rappeler rapidement le classement. En ce moment, c'est le Cameroun qui est leader avec 6 points. La Guinée est deuxième avec pour le moment 3 points. Le Maroc et le Sénégal ne sont pas encore éliminés, tout comme la Guinée. Les deux équipes sont à égalité avec 1 point, comme vous le voyez au classement. Donc 3 équipes pour une seule place. Ça sera dur et tendu, Sega Diallo, cet après-midi. Guinée-Maroc, Sénégal-Cameroun, des rencontres vont se jouer au même moment. Oui, c'est en quelque sorte une finale pour 3. Une finale pour 3 en sachant que le Cameroun, en ayant déjà son ticket en poche, va se préserver. Ils vont peut-être pas perdre le match pour éliminer une équipe, mais ils vont un peu faire tourner leur formation. Donc pour le Sénégal, l'équation est simple, il faut gagner là et espérer que la Guinée n'obtienne pas match nul, puisque tout se résume à ça pour cette formation sénégalaise. Et donc oui, c'est un peu compliqué pour 2 équipes qui sont un peu larguées, qui n'ont que 1 point. Et maintenant, la Guinée a son destin en main. Il faudra jouer pour gagner, pour montrer que le premier match face au Cameroun était une erreur et que sur la fin de la rencontre face au Sénégal, l'équipe de Guinée a retrouvé son football et cette envie. Je pense que Maléa a eu le temps de parler aux garçons.
ils doivent être sereins. Ils ont fait une partie du chemin. Maintenant, il faudra être concentré parce que le plus difficile, c'est sur ces 90 minutes. Il faut montrer beaucoup de maturité, gérer cette rencontre, faire en sorte de se qualifier puisque la première place est de toute façon perdue d'avance. C'est le Cameroun qui est leader dans ce groupe B, mesdames, messieurs. Cette équipe de Guinée fait face à une nouvelle de dernière minute avec la Fédération sénégalaise de football qui a décidé de porter plainte contre 2 joueurs guinéens à la Confédération africaine de football. Oui, l'information circule depuis hier matin et je pense que c'est une info que beaucoup de médias ne cernent pas. Le Sénégal ne porte pas plainte sur l'âge des joueurs, mais sur leur identité. C'est-à-dire qu'il y a eu ils estiment qu'il y a eu des manipulations sur les identités. Je pense que c'est un débat d'un autre niveau, puisque le Sénégal, quand elle a gagné à Dakar face à cette même équipe, n'a pas soulevé ces questions-là. La Confédération africaine de football prendra la décision qui s'impose. Mais je pense que les Guinéens doivent être concentrés sur le terrain. L'essentiel va se passer sur le terrain. Je ne vois pas la CAF éliminer une équipe en pleine compétition pour faire plaisir à une autre équipe. Les équipes sont engagées, les règles sont connues. Et donc pour le Sénégal comme pour la Guinée, c'est les mêmes. Et donc il est assez clair que c'est une tentative de déstabiliser cette formation guinéenne dans sa ligne droite vers la qualification. Il faut justement faire abstraction de ces développements-là. Dans cette dernière ligne droite, la Guinée avec un match nul peut faire les affaires, mais les calculs sont tellement compliqués dans ce groupe. On reste sur cette dernière info. Mesdames, Messieurs, cette réserve de la Fédération sénégalaise de football. Nous avons rencontré un de nos confrères camerounais qui suit cette compétition avec nous ici à Dar es Salaam. Voici son avis par rapport à cette plainte déposée par la Fédération sénégalaise de football au niveau de la CAF. Si la Fédération sénégalaise peut prouver que cette joueur a changé son nom, son identité, il n'y a pas de souci. Mais s'ils reviennent sur les âges, vraiment, je pense que c'est de la mauvaise foi. Il faut laisser ces enfants s'épanouir sur le terrain, faire ce qu'ils aiment faire, qui est jouer au football et vraiment laisser toutes ces choses qui sont inutiles. Il faut faire tout pour que le football africain prospère, pour que le football africain avance. Et avec ces attitudes-là, à chaque fois porter plainte contre les équipes, on ne va pas du tout avancer parce qu'on passe beaucoup plus de temps dans les bureaux en écrivant qu'en jouant au football, qu'en mettant des ressources pour développer le football. Et ça, c'est pas bien du tout. Vous l'avez compris, ces gars, ce n'est pas la seule info là-dessus. Il y a aussi un cas du Cameroun qui est évoqué. Oui, le président de la Fédération marocaine de football, Fawzi Lekdja, qui est en l'occurrence le premier vice-président de la CAF, a tenu des propos très virulents contre la CAF et contre l'équipe du Cameroun qu'il ne trouve pas aux normes de la compétition et il trouve cela scandaleux. Il estime que le Cameroun a fait jouer des joueurs qui sont plus âgés que l'âge requis pour cette compétition, alors qu'il est une autorité de la Confédération africaine. Il essaye de faire pression sur la CAF et les équipes qui sont engagées dans une compétition. C'est là où tout est malsain. On peut trouver à redire, on peut poser des questions sur la qualité et l'utilité de l'URM, mais en tant qu'officiel, on n'a pas le droit d'essayer d'intervenir, de mettre pression ou, parce qu'on a perdu une rencontre, d'essayer de faire changer ces résultats-là par d'autres voies que des voies de l'éthique sportive. Je rappelle, Cameroun-Sénégal cet après-midi. Guinée-Maroc aussi cet après-midi. On va suivre notre confrère camerounais par rapport à ses propos, donc, mesdames, messieurs, dans cette émission concernant l'âge des joueurs camerounais dans cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Je pense que c'est de la mauvaise foi, tout simplement, parce que tous ces joueurs, toutes ces équipes ont fait des tests IRM. Peut-être le président Fawzi Lekdja ne le sait pas, mais le Cameroun a eu 3 joueurs éliminés dans cette compétition. Je pense que la Guinée en a eu un joueur éliminé, puis la Tanzanie en a eu 2. Maintenant, en tant que vice-président de la CAF, je pense que c'est un faux pas. C'est un faux pas pour un vice-président de la CAF de mettre la pression sur une institution qu'il est censé diriger. Ça veut dire que même à la CAF, on ne fait pas confiance aux IRM. Et il est prouvé que les IRM ne sont pas à 100% fiables. Il y a une étude qui a été faite à l'université de South California aux États-Unis qui prouve que la fusion, il peut se faire pendant qu'un joueur a 16 ans
Et la fusion des eaux, il peut se faire longtemps après 17 ans, entre 18 et 19 ans. Ce n'est pas fiable, mais si on dit que c'est le standard et que c'est un standard acceptable dans le monde entier, il faut faire avec. Le Maroc a eu des opportunités quand ils ont joué face au Cameroun. Ils n'ont pas marqué. Le Cameroun a marqué et a gagné 2-1. Je pense qu'il faut rester fair play. J'ai eu l'opportunité de parler aux 3 joueurs camerounais qui ont été éliminés. Et le gardien, il m'a dit, je vous assure, je n'ai pas plus de 17 ans. Mais ce n'est pas ça le souci. Le souci, c'est, je crois que la CAF a gâché ma carrière. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je fais comment? J'espère, à chaque fois, il me pose la question, est-ce que ça va impacter dans ma carrière? Est-ce que les gens vont se dire que j'ai triché? Voilà, Siga, comment on va se quitter au compte de cette nouvelle émission Parlons CAN, tout en souhaitant bonne chance à cette équipe de Guinée. Elle nous a habitués, les cadets nous ont habitués à être en demi-finale dans cette compétition des moins de 17 ans en 2015 au Niger et en 2017 au Gabon. Oui, mais il faudra que cette équipe ressorte la deuxième mi-temps contre le Sénégal et qu'elle ne fasse pas le match qu'elle a fait contre le Cameroun. Parce que sur ces rencontres-là, on a vu 2 trucs, une partie de football qu'on aime et une autre que l'on ne souhaite pas voir avec cette formation. Maléa est prévenu. La qualif n'est pas encore là, il reste à la moitié du chemin à faire. Ils ont 90 minutes et on espère qu'ils seront à la hauteur. Nous vous disons merci, on va vous retrouver dans les prochaines émissions de Parlons CAN ici en Tanzanie. Inch'Allah. Merci mesdames, messieurs. À la réalisation, je vous rappelle Ali Alama Bangora, au montage Abdoulaye Kamara, à Conakry Mohamed Amin Kamara, Ibrahima Sourisso et Mohamed Max pour vous permettre de suivre l'émission en temps réel. Silou Tata Diallo pour le résumé de match que vous avez suivi dans cette émission. Ça a été un plaisir de vous servir une nouvelle fois avec l'accompagnement de tous nos partenaires. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir.